Alors ces formes-là, ces tubes, pour moi ça représente la vitesse. La vitesse qui passe comme ça, la vitesse qui se croise. Et là je vais faire des têtes, des aspects de tête, avec des bouches ouvertes, des yeux. Là je vais refaire là. Donc c'est des têtes qui chantent, voilà. Et ici aussi, là. Là je vais faire un tourbillon. Je vais faire tout un tourbillon qui va partir comme ça. Là je vais refaire des têtes ici aussi, là aussi. Voilà, tout ça c'est un mouvement, c'est tout tourbillonnant. La vie, quoi. Bah, c'est dans l'espace aussi. Hein. Moi je vois ça dans l'espace. Il faut savoir que nous nous déplaçons à 30 ou 35 km/s autour du Soleil. Même les gens sédentaires sont en voyage. Alors cette statue, d'abord c'est un bois, c'est du chêne. C'est un chêne, comment il s'appelle, Anthony Chaussade, donc un voisin, qui avait donc un bois en dessous de chez moi. Et il a vendu le bois, les arbres. Donc les arbres ont été coupés par des forestiers. Ils ont sorti tous ces arbres, ils les ont mis à la route. Et moi qui passais devant, j'ai vu un magnifique chêne. J'ai dit c'est pas possible. Alors j'ai demandé à ce marchand de bois, à ce forestier, de me le donner. Et il me l'a donné. Carrément, je lui ai donné le mot. Alors pourquoi il me l'a donné? C'est parce que d'abord, je l'ai emmené dans la salle des sculptures. Alors il a été tellement content de voir des arbres façonnés et sculptés qu'il m'a offert donc ce chêne. Alors là, ce chêne, j'ai voulu immortaliser ma mère. C'est curieux que je l'ai fait comme ça. Alors là, il y a une forme rose, parce que c'est une femme qui a toujours aimé s'habiller avec de la couleur. Donc elle portait souvent un anorak ou des vêtements roses. Hein. Mais elle a un caractère assez dur, hein, parfois. Elle est obligée d'être forte. Hein. Le métier d'assistante sociale n'est pas un métier de tout repos. Hein. On est confronté à la violence de la vie sociale. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces formes d'épines tout autour. Et si je tourne la sculpture, donc, on la voit là comme ça. Voilà, aussi, j'ai fait ces formes avec des couleurs, avec tout un tas de choses. Et voilà, ça peut avoir un aspect un peu phallique, si on veut, mais ma mère était une rude femme. Maintenant, c'est une vieille dame. Voilà, alors là, et ici, j'ai creusé, j'ai fait ça bleu très pur, avec des formes qui tournent comme ça. Alors, je pense que c'est sa spiritualité que j'ai voulu montrer, toute sa spiritualité dans la tête. Et puis beaucoup de couleurs, et puis des formes rondes, voilà quand même, des formes rondes, et puis des formes d'épines. Et tu lui as montré? Comment? Tu lui as montré cette statue? Non, elle l'a pas vue. Je l'ai faite en quelle année? Je l'ai faite en 95. Ouais. Donc elle était déjà assez âgée, et elle vivait en Normandie. Peut-être elle aurait eu du mal à l'apprécier. Oh, ça l'aurait amusé. Je ne sais pas si elle aurait apprécié ces épines sur le côté. Mais bon, moi je la vois comme ça. Hein. C'est une femme qui était parfois coléreuse. Hein. Parfois elle se mettait en colère. Quoi. Et ouais. Bien. Et puis de temps en temps, elle aimait bien un peu le pinard. Hein, mais elle est russe. Hein. Ah, oui. Donc de temps en temps, elle s'offrait une petite bouteille. Quoi. Voilà. Donc parfois ça pouvait peut-être l'exciter. Voilà. Ma grand-mère avait une sœur qui, à Paris, avait lu le journal dans les années 1900 ou 1899, et elle avait vu que des grandes familles russes aisées demandaient pour leurs enfants des préceptrices. Alors, donc la sœur de ma grand-mère est partie là-bas, et quand elle est revenue aux vacances en France, elle a raconté à sa sœur combien elle était bien reçue dans cette famille qui était la famille Fatine, où il y avait 2 enfants, un garçon et une fille, qui avaient quel âge? Ils avaient 6 ans. Et donc, voilà, donc ma grand-mère est partie avec sa sœur à Moscou, dans les années 1902, par là. Mais elle n'a pas voulu entrer dans une famille, elle a préféré elle était indépendante de caractère et elle s'est installée comme professeure de français à Moscou, voilà. Et elle a rencontré ton grand-père. Parmi les personnes à qui elle a appris le français,
s'est trouvé donc Émile Kerckhoff, voilà, qui était architecte à Moscou, qui a fait quelques bâtiments publics, dont une école, où ma mère ira à l'école un peu plus tard. Voilà. J'ai la chance d'avoir mon arrière-grand-père, Aimé Kerckhoff, qui lui est né en Belgique. Il était professeur de mathématiques à Moscou, et il a eu comme femme une Estonienne qui s'appelait Adélaïde. Et tous les deux ont vécu un petit peu à Tallinn. Ils ont eu un premier fils qui s'appelait Albert, qui est là. Et ensuite, ils vont aller à Moscou et ils auront tous ces autres enfants. Ici, nous avons donc mon grand-père, Émile, et son frère, qui s'appelle... son premier fils a été René. Voilà, je me trompe, donc le premier fils est René. Donc le frère jumeau de mon grand-père, c'est Albert. Voilà, ils sont tous les deux ici. On voit, ils ont le même âge. C'était des jumeaux. Et voilà la sœur, etc. Cécile. Cécile, elle est ici. Là, voilà. Ce sont les enfants. Alors on la retrouve ici. Donc elle est beaucoup plus âgée. Voilà. Et ensuite, donc ma grand-mère est là. Cette photo a été prise en 1909. Et voilà donc Émile, mon grand-père, qui est là. Donc c'est un architecte à Moscou. Et j'ai même un morceau de journal qui est écrit en russe et qui montre qu'il a été tué en Prusse orientale en 1914. Et voilà, et on raconte ses services. Et avec les décorations, il était décoré de son vivant de la médaille de Saint-Georges, qui équivaut aujourd'hui à la Légion d'honneur. Et alors ma grand-mère, par contre, quelques années après, je ne sais pas, va rencontrer un autre homme qui va s'appeler Vladimirov. Ce Vladimirov était inspecteur dans les transports ferroviaires entre Moscou et Tachkent. Il est originaire de Tachkent. Et donc, voilà, et il va arriver une tragédie, c'est-à-dire que ce Vladimirov était chargé donc de surveiller les denrées qu'il y avait dans le train, dans les trains de marchandises. Et il va traverser des régions dans les années 20-21 où il y a des famines entre Moscou et Tachkent, et il va faire arrêter le train avec deux autres personnes qui sont dans le train avec qui il travaille, et il va faire distribuer de la farine. Or, ces wagons étaient plombés, il y avait un ou deux wagons qui étaient plombés, ils vont être déplombés, et quand ils vont arriver à l'arrivée, ces wagons vont être contrôlés par des officiers russes, ils vont s'apercevoir qu'il y a eu donc ouverture des wagons, disparition de sacs, et donc ils vont être arrêtés, tous les trois, et ils vont être incarcérés à Tachkent. Ma grand-mère, donc, séjourne à Tachkent, va lui apporter à manger tous les jours. Et sa condamnation part à Moscou pour savoir le verdict. Et au bout de 3 mois, il va être... un matin, ma grand-mère va y aller et on va apprendre qu'il a été fusillé avec les deux autres. Voilà. Donc, et quelques jours après est arrivée la grâce de Moscou, comme quoi ils étaient graciés. Mais voilà, il était. Et donc trop tard. Donc ma grand-mère va deux fois veuve et va rentrer donc en France, et ma mère entrer en France. Voilà. Vladimirov avait une fille, un petit bout de chou, qu'elle avait parce qu'il était veuf, et cet enfant avait été confié à une famille à Moscou. Et cette famille, avec les problèmes de la Révolution, elle est partie. Elle a quitté l'endroit où elle se trouvait. Et ce Vladimirov, quand il est revenu pour récupérer sa fille, il n'a jamais pu retrouver sa fille. La fille a été perdue. Ma mère m'a tout le temps parlé de la Russie. Tout le temps parlé de la Russie. Elle a été marquée par la Russie. Et elle est revenue, toute gamine, elle est revenue communiste. Elle avait l'idée de partage. Elle voulait toujours tout partager. Alors quand elle exerçait son métier d'assistante sociale, elle ne pouvait pas, à l'époque, montrer son étiquette politique. Ouais. Ce n'est qu'à la retraite où elle a pris la carte du Parti communiste. Voilà. Et là, dernièrement, donc, j'ai pu, grâce au musée d'histoire de la ville de Moscou, Novoïa Ploched, dans la rue Novoïa Ploched, en face du musée Polytechnique, eh bien, ils ont fait des recherches sur Émile Kerckhoff. Donc, ils ont retrouvé la tombe. D'ailleurs, j'ai la photo qui est ici. La photo, ils m'ont envoyé la photo de... Ah oui.
Émile Kerckhoff, qui a été tué en 1914, son frère Albert, tué en 1916, Et sa sœur et en dessous, c'est sa sœur, qui est morte en 38, je crois. 39. 39. Et c'était Cécile, elle était musicienne et professeure de dessin, et elle faisait des petits tableaux de la vie rurale russe. Voilà, on m'a raconté ça. J'avais donc 6 ou 7 ans. Je suis né donc à Livaro. Et Livaro est un village dans le pays d'Auge, où il y a un très bon fromage d'ailleurs. Et il y avait à l'époque, dans les années 50, des grands marchés agricoles. Et donc les gens venaient vendre leurs vaches, et ils venaient vendre les vaches, et les taureaux, les veaux, et tout ça. Donc moi, enfant, j'avais un petit copain qui s'appelait Patrick, et on se baladait, ça devait être un jeudi. Et en marchant comme ça, sous une voiture, j'aperçois un portefeuille, un gros portefeuille. Alors je me baisse, et puis je prends ce portefeuille. Patrick me l'arrache des mains et court vite à la mairie le porter. Alors, on est tout petit, comme ça, devant le comptoir, et on part, et la dame nous demande notre nom, et puis elle inscrit notre nom, et voilà, c'est un gros portefeuille rempli de sous, hein, il était bien pour là. Voilà, et bon, voilà, et puis je raconte ça à ma mère qui était dans un dénuement total, assistante sociale, et m'a dit plus tard, elle était tellement dans la dèche, comme on dit, qu'elle aurait d'abord regardé à qui appartenait, parce qu'elle était dans une misère noire, et elle m'a dit qu'elle aurait peut-être brûlé, elle aurait eu la tentation de brûler les papiers, de garder les sous, parce que finalement, le portefeuille appartenait à un maquignon. Un marchand. Bon, le maquignon, il a le droit de vivre, mais bon, il était tellement plein de fric, comme on dit, elle aurait eu la tentation de le garder. Bon, ça s'est pas passé, c'est rentré dans la légalité. Et ce qui s'est passé, voilà, donc on a été mentionné dans le journal, bon, Ouest France, comme d'honnêtes enfants, qui rapportant le bien à son propriétaire. Et ce propriétaire, un peu avare, nous a donné une pièce chacun, une petite pièce. Bon, alors, voilà. Alors cette pièce, je l'ai donnée à ma mère. Et puis voilà, et l'hiver arrive, et à côté de chez moi, j'avais remarqué qu'il y avait des planches dans une cour. Dans notre famille, il n'y a pas de manuel. Hein. Normalement, de partout, il n'y a pas de manuel. Alors, je suis entré dans cette cour, et j'entendais du bruit, et je suis rentré dans ce qu'on appelle un atelier. Et dans cet atelier, j'ai vu des établis, et il y avait un homme qui était derrière un établi, et il était en train d'assembler une chaise. J'avais 6 ou 7 ans. Et c'est la première fois que je rentrais dans un atelier de travail du bois. Alors, j'ai vu ces personnes travailler. Ils m'ont demandé ce que je voulais, et je leur ai dit, je voudrais une luge. Parce que dehors, c'était l'hiver, il commençait à neiger. Je voudrais une luge. Et ils m'ont dit, mais ta mère est au courant ? J'ai dit oui. Elle n'était pas du tout au courant. Mais je savais que j'avais des sous. J'avais eu une pièce. Alors, donc, ce monsieur m'a cru et a fabriqué une luge. Quelque temps après, alors, je suis resté, très important, je suis resté dans l'atelier peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et je les observais d'un regard d'enfant très intense. C'est très important. Donc, je ressors. Et puis, voilà. Et quelque temps après, le menuisier prévient ma mère que la luge est prête. Ma mère dit, mais quelle luge ? Je ne vous ai pas commandé de luge. Je lui dis, mais c'est votre fils qui vous a commandé une luge. Ah bon ? Et alors, ma mère me demande, mais alors je lui réponds, mais maman, j'ai des sous, j'ai gagné des sous, pas de ce portefeuille que j'ai ramené. Ah bon ? Et puis le menuisier dit le prix, et c'était beaucoup plus cher, évidemment. Et donc, on voit cette luge, alors il amène la luge, et la luge, mais elle a été fabriquée par un Normand. Les Normands savent pas faire les luges. Ma mère a dit, mais c'est pas une luge. Alors, bien sûr, il y avait la surface, mais au lieu de faire les côtés hauts pour que la neige puisse passer dessous, il avait fait juste des semelles. Mais ma mère lui a dit, mais la neige ne va pas pouvoir passer dessous. C'est votre luge, c'est pas une luge. Et ma mère, qui est coléreuse de caractère, s'est mise à crier après ce menuisier en disant que ce n'était pas une luge, et puis qu'il n'avait pas à faire une luge commandée par un enfant. Enfin, elle s'est mise tellement à brailler que le menuisier s'est
lui a dit, bah, écoutez, gardez-la. Voilà. Bon, donc on a gardé la luge. C'est vrai qu'elle ne fonctionnait pas du tout. Ça marchait quand la neige était dure et qu'il y avait de la glace, mais autrement, quand c'était profond, ça ne fonctionnait pas. Et voilà. Et donc voilà, donc le temps passe, et un jour, voilà comment j'arrive au bois. Un jour, ma mère, ça devait être probablement la veille d'une rentrée scolaire, elle m'emmène à Caen, dans un grand magasin, et dans ce grand magasin, on traverse des salles, ça devait être les premiers grands magasins, et on traverse des salles, et dans une de ces salles, il y avait des établis. Alors, on traverse comme ça, et puis je m'arrête et je pose ma main comme ça. Et puis je dis à ma mère, je voudrais ça. Je ne savais pas comment ça s'appelait, je voudrais ça. Et ma mère me dit, mais ça, c'est fait pour travailler le bois.